Bonjour à tous. Dans le cadre de cette capsule vidéo, Manik, Jean-Alexandre et moi-même Raphaël, voulons vous présenter une introduction à la crypto-monnaie et à ses différentes caractéristiques. Au cours de cette capsule, nous aborderons plusieurs sujets. Notamment, nous verrons les différentes caractéristiques de la monnaie et de la crypto-monnaie pour ensuite tracer les principales distinctions entre les deux. Nous verrons par la suite la technologie qui se cache derrière les crypto-monnaies, soit le blockchain. Nous continuerons en voyant quelques exemples de crypto, ainsi que les risques inhérents qui sont associés à ce type de monnaie. Nous terminerons avec la réponse de l'État, soit les MNBC, juste avant de conclure. Avant même de considérer les caractéristiques des crypto-monnaies, il est très intéressant d'étudier l'évolution historique de la monnaie traditionnelle. On considère à travers de l'histoire deux grands principaux types de monnaie, soit la monnaie à valeur intrinsèque et la monnaie sans valeur intrinsèque. Donc la monnaie marchandise et la monnaie métallique sont des monnaies qui fondamentalement ont une valeur intrinsèque. En effet, la monnaie marchandise peut être constituée de n'importe quel bien qui va être échangé contre un autre, sous forme de troc. Donc, un œuf qui est échangé contre un mouton peut être considéré comme de la monnaie marchandise. Donc, même si le mouton ou l'œuf n'était pas utilisé comme monnaie, ils ont toujours une valeur. Ensuite vient la monnaie métallique, soit les pièces de monnaie qui sont frappées avec des métaux rares. Donc, même si on n'utilise pas la monnaie pour faire une transaction, les pièces de métaux gardent leur valeur et ont une valeur intrinsèque, soit la valeur du métal rare qui les constitue. Viennent ensuite les monnaies sans valeur intrinsèque. Donc, c'est des monnaies dont la valeur n'est pas associée à ce qui les constitue, mais bien à la confiance et à l'accord qui existe autour de leur valeur. Vient d'abord la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire la monnaie papier ou la monnaie métallique, mais dont la valeur n'est pas basée sur le matériel qui la constitue. Ensuite vient la monnaie scripturale, qui est une représentation numérique de cette même valeur qui est accordée à la monnaie fiduciaire. En regardant cette évolution historique, il est possible de se demander mais qu'est-ce qui pousse à l'évolution de la monnaie dans le temps? Pourquoi les hommes décident-ils de moderniser la monnaie? En fait, ce qui pousse à l'évolution de la monnaie dans le temps est de mieux remplir les trois fonctions de la monnaie. Ces trois fonctions sont la réserve de valeur, l'unité de compte et l'intermédiaire de change. Ces trois fonctions sont respectées peu importe le type de monnaie. Donc, quand on parle de réserve de valeur, celle-ci doit servir à faciliter l'épargne et la mobilité. Quand on compare par exemple une monnaie marchandise, prenons l'exemple d'un mouton, avec une monnaie scripturale. Il est beaucoup plus facile d'épargner et de se déplacer avec de la monnaie scripturale que de devoir entretenir un mouton. Quand on parle d'unité de compte, cette fonction sert à s'accorder sur la valeur des biens et à simplifier le système de prix. Il est bien plus simple de déterminer le prix d'un bien en dollars que de déterminer le prix d'un bien en mouton, en vache ou dans une autre monnaie marchandise. Finalement, comme intermédiaire d'échange, une monnaie doit simplifier les transactions et élargir les possibilités de consommation des différents consommateurs. Donc, une caractéristique fondamentale et clé aux trois fonctions toutefois, c'est qu'il existe des variations faibles et prévisibles de la valeur de la monnaie. Voyons voir maintenant comment fonctionne une crypto-monnaie. Alors, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Une crypto-monnaie, par définition, est une forme de monnaie qui permet de transmettre une valeur dans un univers numérique. Les principaux objectifs d'une crypto-monnaie sont, dans le fond, les fonctions d'une monnaie. La crypto-monnaie cherche principalement à être utilisée comme la monnaie fiat est utilisée euh, dans, dans le monde de tous les jours. Lorsqu'on parle de transactions et de sécurité, deux clés ont des fonctions très importantes. euh, pour ce qui a trait à ces transactions-là, puis à cette sécurité-là. Premièrement, il y a la clé privée, qui est principalement un code qui sécurise le portefeuille, un code qui est indéchiffrable par les ordinateurs de nos jours, mais aussi la clé privée est utilisée comme signature lorsqu'il y a transaction. Ce qui veut dire que le système, grâce à la clé privée, va essayer de voir si la personne qui envoie les fonds détient réellement les fonds. Donc, on s'assure qu'il n'y a pas des fonds qui sont créés de nulle part. Sinon, il y a la clé publique qui permet l'échange même des cryptos. Si je veux recevoir des fonds de quelqu'un, je vais envoyer ma clé publique à cette personne et cette personne-là va utiliser ma clé publique pour m'envoyer les fonds. C'est une clé que tout le monde peut tracer. Donc, tout le monde peut savoir d'un portefeuille à un autre quelles clés qui sont utilisées. Par contre, on ne peut pas savoir à qui appartient ces clés publiques-là. Donc, on reste quand même dans un environnement qui est privé. On ne peut pas savoir qui fait toutes ces transactions-là. Par contre, on peut savoir de quel portefeuille qu'il provient. De plus, il faut aussi différencier la crypto-monnaie du token.
La crypto-monnaie, elle sert fondamentalement de devise. C'est relié directement au projet, qui est derrière la crypto-monnaie, OK? Lorsqu'un projet est créé, une crypto-monnaie est créée par rapport à ce projet-là. Le token, lui, est créé à partir des applications qui ont été créées pour le projet par le projet. Je vais vous montrer plusieurs exemples plus tard de tokens dans la présentation. Les tokens ont plusieurs utilités, par rapport, dans le fond, à l'application qui a été créée. Et bien sûr, la valeur d'un token va dépendre des différentes utilisations qu'on peut en faire. Sinon, on peut aussi considérer le token comme acheter une action. On supporte l'application pour le faire croître rapidement. Ça peut prendre la forme d'une propriété ou d'un dividende ou d'une utilisation autre. Ensuite, pour les distinctions entre la monnaie fiat et la crypto-monnaie, plusieurs caractéristiques les distinguent les 2. Heu, Principalement la création et l'émission, la monnaie fiat, elle, est émise par un gouvernement, tandis que la crypto-monnaie, elle est créée numériquement puis distribuée à la création d'un projet. Pour le contrôle, la monnaie fiat est contrôlée par une banque centrale, tandis que la crypto-monnaie, elle, est contrôlée par la règle de majorité, le consensus, de réseau. C'est vraiment une histoire, dans le fond, de centralisation, de décentralisation. La crypto-monnaie, elle, est décentralisée puisque tout le monde détient l'information et tout le monde s'échange l'information et valide, les blockchains les blocs qui contiennent toutes les transactions, tandis que la monnaie fiat, elle, vu qu'elle est contrôlée par une banque centrale, on peut dire que c'est centralisé et donc que l'information est toute recueillie seulement à la banque centrale. Ensuite, pour les intermédiaires transactionnels, la monnaie fiat, c'est des intermédiaires bancaires ou des prestataires de paiement, Visa, PayPal, et cetera. Tandis que la crypto-monnaie, elle, a aucun intermédiaire. Donc, lorsque vous faites une transaction avec une crypto-monnaie, il y a aucun intermédiaire qui vient vérifier, la transaction ou qui vient ajouter des frais de transaction. Sinon, pour la vitesse de transaction, ce qui est un avantage de la crypto-monnaie, avec la crypto-monnaie, la transaction est quasi instantanée dépendamment du réseau dans lequel vous faites votre transaction. Mais pour la plupart des crypto-monnaies, lorsque vous faites une transaction, ça va être très, très rapide. Tandis que la monnaie fiat, elle, pour des transactions qui sont internationales, ça peut parfois prendre plusieurs jours. Avec la crypto-monnaie, une transaction internationale, ça va être aussi rapide qu'une transaction qui a été faite dans le même pays. Sinon, pour finir, la rétrofacturation. Pour la crypto-monnaie, c'est impossible une fois que la transaction a été effectuée de récupérer ton argent. Donc, si tu as fait une erreur, tu as envoyé ta monnaie, tes fonds ou ta crypto-monnaie à un portefeuille, puis tu as fait une erreur dans la clé publique, dans le fond, de l'autre portefeuille, eh bien, les fonds sont euh, perdus à tout jamais. Tandis que pour ce qui est de la monnaie fiat, il est possible d'avoir, dans le fond, il est possible d'avoir une rétrofacturation une fois que la transaction a été effectuée. S'il y a une erreur, il est possible de récupérer les fonds qui ont été envoyés. Voici une image qui montre un petit peu c'est quoi un réseau centralisé, c'est quoi un réseau décentralisé. À gauche, on a une image qui montre dans le fond le réseau qui est centralisé. On voit que tout le monde a un lien direct avec le grand livre qui est ici représenté par la Banque centrale. Tandis qu'à droite, on a un réseau qui est décentralisé. Chaque personne A, B, C, F, E et D détiennent le même livre. Ils sont considérés en crypto-monnaie comme des nœuds, des validateurs qui vont valider les blocs de transactions qui, comme j'ai dit avant, vont ensuite envoyer les blocs validés à chacun des autres nœuds qui vont eux autres vérifier si c'est vrai. Et si c'est vrai, ils vont garder le bloc et ensuite faire une chaîne avec ce bloc-là. Donc, ils vont le mettre à la suite de la chaîne. Et le livre est représenté un peu comme le grand livre des transactions. Donc, on a vraiment un ordre de transactions. Le blockchain va être expliqué un peu plus en détail plus tard dans la présentation. Euh, L'avantage d'avoir un réseau qui est décentralisé, c'est que si, par exemple, A est défectueux, il y a un problème avec A, les réseaux continuent de fonctionner normalement et il n'y a aucun problème, il n'y a aucune perte d'information. Tandis que si on regarde nos réseaux à gauche, pour le réseau qui est centralisé, si on coupe le grand livre, plus personne n'a accès à l'information et il y a une panne dans le réseau. Donc, le réseau ne fonctionne plus. Alors, voici la principale avantage d'avoir un réseau qui est
décentralisée, qui est la démultiplication de l'information et qui permet au système d'être résilient aux pannes dans le fond, qui peut survenir. Ça, c'est comme je l'avais expliqué avec la décentralisation, lorsque un nœud du réseau, hem, est coupé, le réseau continue de fonctionner normalement. Sinon, la traçabilité. L'information est facile d'accès et on peut tracer facilement la provenance d'une transaction. Parce que la façon que ça fonctionne, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une transaction, comme qu'on peut voir sur la petite image en bas, à droite, un empreinte de du bloc précédent est utilisé pour commencer le prochain bloc. Donc, chaque bloc débute par un empreinte du précédent bloc et à la fin, va laisser son empreinte sur le prochain bloc d'après. Donc, si quelqu'un déciderait de venir falsifier les, les données, les transactions, pour détourner des fonds, tout le monde s'en rendrait tout de suite compte puisqu'il s'agit vraiment d'une suite de lettres et de chiffres qui peuvent être, facilement, détectés si jamais quelqu'un déciderait de les changer. Et finalement aussi, il y a l'intégrité qui sont justement les données qui sont infalsifiables. Donc la traçabilité et l'intégrité qui sont un peu, l'un et l'autre, comparables. Donc on est capable de bien tracer les informations parce que les données justement, elles sont infalsifiables. De plus, la blockchain du Bitcoin, c'est comme la plupart des blockchains qui s'en inspireront ensuite, peut donc être assimilée au total à une sorte de grand livre comptable infalsifiable qui rend inutile l'existence d'un tiers de confiance. La blockchain, c'est une suite de blocs. Chaque bloc contient toutes les transactions qu'il y a eu pendant une certaine partie de la journée et sont validées par après par des validateurs qu'on appelle aussi des nœuds dans le réseau. Chaque validateur est important, ça fait en sorte que le réseau est décentralisé et à cause de ces blocs-là, on peut retrouver l'information facilement dans la blockchain. C'est ces 4 grandes qualités-là, la résilience, la désintermédiation, l'intégrité et la traçabilité qui a fait que la crypto-monnaie, est beaucoup plus utilisée de nos jours. Il faut aussi comprendre que le blockchain du Bitcoin est pas unique au monde. Il y a des blockchains qui sont légèrement différents, surtout au niveau, dans le fond, de la validation. La validation du blockchain du Bitcoin est basée sur le mining. Le mining qui est, dans le fond, la course à la validation par les nœuds, par les validateurs du réseau et qui sont récompensés en Bitcoin lorsqu'ils sont capables de valider un bloc. Par contre, les validateurs par exemple, de Luna ou de Terra, les validateurs sont, récompensés avec des Luna, mais qui sont des Luna qui sont dans les frais de ré qui sont des frais de réseau, qui sont, des frais de transaction dans le serveur. Et là, il ne s'agit pas de mining. On n'utilise pas de formule mathématique complexe pour passer un bloc et le hasher, qu'on dit, et ensuite être capable de le valider au complet. La validation se fait différemment. Les validateurs sont différents. Il y a un certain nombre de validateurs maximum qui peut y avoir sur Terra, mais sur le blockchain du Bitcoin, par contre, il peut y avoir un nombre indéfini de validateurs. Par contre, dans les 2 cas, le blockchain reste quand même décentralisé parce que les validateurs, par exemple sur Terra, peuvent se situer dans plusieurs pays, tandis que les validateurs du blockchain de Bitcoin peuvent se retrouver aussi partout dans le monde. Voyons maintenant quelques exemples intéressants de crypto-monnaies ayant des utilités particulières. Donc voici une petite introduction d'un projet qu'on peut retrouver sur le marché de la crypto-monnaie. J'irai pas en détail. Si vous voulez comprendre un peu plus c'est quoi Terra, il y a une vidéo qui explique vraiment comment fonctionne Terra et le Luna, qui est la crypto-monnaie attachée à Terra, sur learnterra.com. Heu, Sinon, ce que je voulais présenter, c'est surtout les applications que ce projet-là a créées, qui sont à notre disposition puis qu'on peut utiliser, heu, à nos fins personnelles. Tout d'abord, voici Anchor Protocol, ou Anchor Earn, qu'on peut aussi appeler. Anchor Protocol nous permet, dans le fond, de prendre notre argent comme s'il était dans notre banque et de le placer à un taux de 20 d'intérêt, qui est un taux, phénoménalement haut, qui est impossible de trouver dans les banques, de nos jours. En fait, 20 ça semble même irréaliste, mais c'est bien réel. En gros,
comment ils font pour rester stable à 20%. C'est vraiment tout un processus de récompenses qui ne sont pas utilisées par le monde qui sont emprunteurs sur ce site-là et qui sont, dans le fond, payés par rapport à ces récompenses-là qui ne sont pas réclamées. En gros aussi, on peut être payé sur un Core Protocol pour emprunter. Il y a des incitatifs utilisés, un pool, dans le fond, de tokens qui s'appelle ANC, qui sont distribués aux personnes qui empruntent de l'argent sur un Core Protocol. Si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, vraiment, il faut lire parce que c'est complexe comment que ça fonctionne. Par contre, ça peut être très intéressant pour ceux-là qui voudraient en savoir un peu plus par rapport à ça. Mais vraiment, là, le principal point ici, c'est de savoir que vous pouvez vraiment avoir un placement de 20% de taux d'intérêt par rapport à un Core Protocol. Sinon, aussi, juste pour vous montrer un peu en date du 16 août, l'utilisation d'Anchor Protocol, on peut voir que il y a pour 1,90 milliard de dollars US. Il est écrit UST parce que UST, c'est le dollar US, mais en crypto-monnaie de Terra. Il y a pour 1,90 milliard de UST qui sont stackés à 20% de taux d'intérêt, 20% de taux d'intérêt, donc qui sont en train de recevoir du revenu à 20% de taux d'intérêt. Et sinon, il y en a pour pratiquement 600 millions de dollars américains d'empruntés. Et ça semble être spécial un petit peu d'être payé pour emprunter aussi. Par contre, il y a vraiment une façon de se faire de l'argent avec ça. Donc, comme je dis, allez s'informer là-dessus si jamais ça vous intéresse. Ensuite, Mirror Protocol. Mirror Protocol qui permet l'acquisition, dans le fond, d'actifs synthétiques de grandes compagnies. Il s'agit vraiment de miroir des vraies actions de la compagnie. Donc, c'est vraiment juste l'action de la compagnie, ça va suivre le prix de l'action de la compagnie sans être une vraie action de la compagnie. Et ça, c'est utile vraiment juste pour l'accessibilité des gens à l'international qui voudraient avoir accès à des actions de compagnies américaines ou à des actions de grandes compagnies qu'eux autres qui ont difficilement accès, peuvent y avoir accès à l'aide des actifs synthétiques. Bien sûr, ils ne détiennent pas réellement l'action, mais ça reste qu'ils peuvent faire un rendement comme s'ils la détiendraient réellement. Finalement, la dernière application de Terra, Pylon Protocol, qui vient tout juste de sortir. Pylon Protocol a pour objectif, dans le fond, euh, de payer les intérêts générés par les UST que vous allez stacker sur Pylon. Et ça va payer des abonnements annuels. Donc, c'est juste une façon, dans le fond, de prendre l'argent au début de l'année, le mettre à un certain taux d'intérêt, puis avec les taux d'intérêt que ça va générer, ça va payer votre abonnement. Par exemple, Netflix, Amazon Prime, et etc. Présentement, c'est en développement, c'est pas encore accessible. Par contre, c'est vraiment l'un des principaux objectifs que ce protocole-là va suivre, puis ça pourrait être très utile pour quelqu'un qui veut pas payer un abonnement par mois, mais vous avez juste à mettre un certain montant au départ et avec les intérêts, vous allez payer votre abonnement, ce qui veut dire que vous ne perdez aucun capital. Fonction d'une monnaie versus crypto-monnaie. La question que l'on se pose est, peut-on vraiment considérer la crypto comme monnaie? La crypto-monnaie a pour but d'être utilisée comme devise, mais le problème, c'est qu'elle ne respecte pas les fonctions de monnaie. Premièrement, réserve de valeur. Elle ne contient pas de valeur intrinsèque, donc on ne peut pas en faire une réserve de valeur. En fait, la crypto s'appuie sur aucun sous-jacent réel et est créée à partir de calculs informatiques puissants, sans considération des besoins de l'économie et de ses échanges, ce qui ne lui permet pas de lui attacher une valeur intrinsèque. Deuxièmement, une unité de compte. La valeur fluctue fortement, la volatilité est très grande, ce qui ne lui permet pas d'exprimer le prix de biens et services en cryptoactifs. Et finalement, un intermédiaire des échanges. Ils sont moins efficaces que la monnaie dans la mesure où, premier point, la volatilité de leur cours rend difficile de les utiliser comme moyen de paiement. Deuxième point, ils n'offrent aucune garantie de remboursement en cas de fraude. Et finalement, ils induisent des frais de transaction qui sont démesurés pour une simple opération de détail. Passons maintenant aux risques associés aux cryptos. Un des principaux risques associés aux cryptos est sans doute la forte volatilité de ceux-ci.
Le Bitcoin est un bel exemple pour démontrer la volatilité de la crypto-monnaie. En fait, lorsqu'on analyse le graphique, on remarque que tout à gauche du graphique, nous sommes le 1er février 2021 et que sa valeur se situe autour de 35 000 $. Et près d'un mois après, il se situe près de 55 000 $. Une des principales raisons de cette forte croissance en peu de temps s'explique par le fait que la compagnie Tesla a investi 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin et ils ont autorisé les paiements en Bitcoin pour l'achat d'une voiture. Cela a donc créé un engouement chez les investisseurs et la valeur du Bitcoin a connu une hausse spectaculaire. Dans cette foulée de croissance, le Bitcoin a atteint un sommet mi-avril à près de 65 000 $. Cependant, un mois plus tard, en mi-mai, il est revenu à moins de 40 000 $, soit une perte de valeur de 25 000 $. Encore une fois, ce mouvement rapide est dû à l'annonce que Tesla n'accepterait plus les paiements en Bitcoin dû au processus de minage n'étant pas écologique du tout et qui ne rejoignait donc pas les valeurs de l'entreprise de véhicules électriques. Donc, il suffit d'un petit choc extérieur pour que la valeur du Bitcoin soit fortement affectée positivement comme négativement. Au début d'avril 2021, comme on peut voir sur le graphique, Dogecoin avait une valeur de 5 sous, alors que le mois suivant, il atteignait 73 sous, une augmentation de plus de 1300%. Cette forte croissance vient encore une fois de déclarations faites par des personnes influentes du monde des affaires. En effet, Elon Musk et Mark Cuban font partie de ceux qui ont envoyé un message sur l'application Twitter de support envers le Dogecoin, ce qui a fait exploser la valeur de celle-ci en moins d'une semaine. Cependant, ce mouvement ne fut pas de très longue durée et le mois suivant, le Dogecoin avait déjà perdu la moitié de sa valeur. Donc, il est très difficile d'avoir une constance dans la crypto-monnaie et de petits événements extérieurs peuvent chambouler le prix de ceux-ci. Nous allons survoler certains d'entre eux et les expliquer brièvement pour mieux les comprendre. Premièrement, il y a les smart contracts. Le piratage des smart contracts est une préoccupation importante dans le monde de la crypto. L'automatisation des interactions offre une possibilité de hacking qui est très difficile à identifier. Donc, si par exemple, il y a une faille dans le code du contrat intelligent produit par un programmeur, elle devient impossible à réparer une fois ancrée sur un blockchain. Un hacker pourrait alors profiter de cette faille pour entrer dans le blockchain et détourner les fonds de celui-ci. Un exemple de piratage est celui du projet DAO en 2016. Un pirateur a trouvé une faille dans l'un des contrats intelligents sur la plateforme qui détient la crypto Ether et il a réussi à dérober plus de 3 millions d'Ether, ce qui représente la somme de près de 50 millions de dollars. Comme deuxième risque ou préoccupation, il y a également la décentralisation. On vante les bienfaits de la décentralisation de la crypto-monnaie, mais pour que cela fonctionne bien, il faut vraiment qu'elle soit décentralisée. L'exemple le plus frappant est celui avec le Bitcoin qui se dit décentralisé. Cependant, après une coupure d'électricité en Chine en avril 2021, le mining du Bitcoin a diminué de plus de 25%. Donc, suite à cet événement, on a pu constater que plus de 60% des bitcoins sont situés dans les régions de la Chine, ce qui a mis en doute la décentralisation du bitcoin pour plusieurs investisseurs. Il y a également la perception publique que la crypto-monnaie laisse. Donc, pour plusieurs, la crypto est encore considérée seulement comme un actif spéculatif. En fait, il est difficile d'effacer l'empreinte que la première vague des Bitcoin billionnaires a laissée. Beaucoup d'investisseurs voient encore la crypto seulement comme un trophée, ce qui empêche la crypto d'être prise vraiment au sérieux. Il y a également d'autres risques comme la grande demande en énergie que la crypto demande et donc qui n'est pas très très bien vue par plusieurs personnes qui ont l'environnement à cœur. Et également aussi la crypto qui devient un mode de paiement dans l'anonymat sur le marché noir pour des biens illicites, donc très présente sur le dark web. Donc, en réaction aux risques qui sont associés aux crypto-monnaies dans leur forme actuelle, mais aussi à leur popularité puis à tout l'engouement qui les entoure, c'est très intéressant de s'attarder un peu à la réponse de l'État. Donc, ce que l'État considère émettre, c'est des monnaies numériques de banque centrale. Donc, la prochaine section vise un petit peu à introduire ce concept-là d'une crypto-monnaie qui répond un petit peu aux crypto-monnaies privées décentralisées qui sont en ce moment en circulation. Donc, on veut voir ce que c'est une MNBC, puis comparer ses caractéristiques avec celles des monnaies.
Tout d'abord, ce qui est très important de comprendre quand on parle des monnaies numériques des banques centrales ou MNBC, c'est que c'est un concept qui est relativement nouveau puis qui est toujours en évolution. Donc, il existe encore plusieurs options pour les États qui considèrent d'émettre une monnaie numérique au moment de l'émission, donc différentes options s'offrent à eux. Par contre, l'objectif reste relativement le même. On veut répondre aux menaces et pallier aux risques qui ont été énoncés un petit peu plus tôt dans la vidéo et qui sont associés à la montée des devises privées digitales. Donc, premièrement, contrairement à ce qui est observé avec les devises privées digitales, donc la crypto-monnaie avec laquelle on est habitué de travailler en ce moment, c'est que la nature des MNBC est double. Donc, il existerait deux paliers de monnaie émise, une pour le détail et une de gros. Donc, quand on parle de détail, c'est quelque chose qui serait accessible à l'ensemble de la population. Puis quand on parle d'une monnaie de gros, c'est quelque chose qui serait euh, accessible plutôt aux banques, aux grandes banques commerciales. Ensuite, évidemment, comme le nom le dit, ce serait une monnaie 100% numérique qui serait émise par l'État. Ensuite de ça, la gestion des comptes pourrait être soit centralisée ou décentralisée. C'est deux options qui sont disponibles. Quand on parle d'une gestion de compte centralisée, ça veut dire que chaque détenteur d'un compte, donc chaque personne qui voudrait avoir un compte en monnaie nationale d'une banque, en monnaie numérique, pardon, d'une banque centrale, aurait directement un compte avec la banque centrale du pays émetteur. Si on parle par contre d'une gestion de compte décentralisée, c'est une responsabilité qui pourrait tomber dans les mains, par exemple, des grandes banques commerciales. Un autre point très intéressant des MNBC, c'est que le solde de votre compte numérique serait la source directe de la valeur. Ce ne serait pas seulement la représentation d'un solde de compte qui vous est possible de retirer dans une encaisse. C'est-à-dire que si vous utilisiez votre téléphone, par exemple, votre téléphone intelligent pour consulter le solde de votre compte, ce que vous voyez en ce moment chez Desjardins, c'est un équivalent qui vous est garanti si vous alliez au guichet. Par contre, avec le système des MNBC, ce serait directement une monnaie que vous pourriez utiliser pour vos transactions en ligne, pour compléter n'importe quel type de transaction. Il n'y aurait aucun autre sous-jacent. Ce serait ce solde numérique-là qui serait directement transigé. Finalement, ce qui est très intéressant de considérer, c'est que les MNBC peuvent être émises avec un certain contrôle sur le niveau d'anonymat. Donc, au moment de l'émission, il y a moyen de paramétrer justement cette monnaie numérique-là pour que ce soit complètement anonyme ou complètement traçable. Donc, ce niveau d'anonymat-là va certainement dépendre des différentes politiques et des différents États qui vont émettre une monnaie numérique. Donc, en terminant, ce que vous voyez dans les 6 cases qui sont affichées, c'est les principales préoccupations de la Banque centrale du Canada quant à l'émission d'une MNBC. Donc, on veut s'assurer que ça va être une monnaie qui est sécuritaire. On veut assurer un accès universel à cette monnaie-là, à la population. On veut assurer un degré de confidentialité qui nous convient, mais qui évite tout de même la création de marchés noirs. On veut une monnaie qui est résiliente, donc qui rebondit rapidement après un choc et de façon prévisible. Ensuite, on veut que ce soit une monnaie qui assure une certaine concurrence et une efficience sur le marché international, donc soit face à d'autres MNBC de d'autres États ou bien face à des monnaies fiat. Puis finalement, on veut s'assurer que c'est une monnaie qui permet de maintenir la souveraineté monétaire de l'État. Maintenant qu'on a regardé un petit peu les caractéristiques à la fois d'une monnaie, d'une crypto et d'une MNBC, c'est assez intéressant de placer les grandes caractéristiques des trois et de les comparer. Donc, si on s'attarde à la monnaie scripturale, on se souvient que c'est une représentation digitale de la monnaie fiduciaire qui est matérialisable en monnaie fiduciaire. C'est une monnaie qui est centralisée et à faible volatilité. C'est ce qui est principalement en circulation en ce moment. Si on regarde les cryptos, donc les cryptos privés, c'est un actif digital qui aspire à être une monnaie. Par contre, on a vu que ce n'était pas nécessairement le cas pour toutes les fonctions de la monnaie. Ensuite, la crypto est extraite par résolution d'algorithmes complexes, puis ça a une forte volatilité, puis est décentralisée. Finalement, les MNBC sont une monnaie qui est stockée directement numériquement. Donc, il y a la possibilité d'être gérée par la banque centrale ou par les banques commerciales, donc est définitivement centralisée. J'espère que ce bref tour d'horizon vous aura permis de mieux saisir le concept de la crypto-monnaie ainsi que les ramifications que ça pourrait avoir pour le système monétaire mondial. Si vous êtes intéressé, plusieurs sources seront disponibles en lien de cette vidéo. Merci et à la prochaine.